5. Promesse, mission, valeur. Comme un écho qui se propage, on crée une onde de choc derrière soi. De la nécessité d'une marque forte. Les gens n'achètent pas seulement un produit, ils achètent une marque. Une histoire. Des valeurs. Vous devez créer quelque chose de grand, une marque si forte que les gens la voudront, même s'il y a des produits équivalents moins chers. La marque est le vrai déclencheur de l'achat. Le produit vient après. Il doit être bon, mais la première intention, c'est la marque. Une identité puissante, de l'émotion, du sens. Autant de critères que recherchent les grands groupes industriels quand ils investissent dans des startups. La marque leur permet de faire passer des messages et de toucher de nouvelles communautés de consommateurs. Une marque doit être le prolongement de la personnalité du fondateur. Un amplificateur de messages personnels. Un levier pour sa mission de vie. Alors, pour viser juste, c'est important de bien se connaître. Pas de marque solide sans identité assumée. Connais-toi toi-même. Oui, encore Platon. Il faut faire une introspection en profondeur. Connaître ses forces, ses failles, ses envies. Mais surtout trouver la ligne directrice qui va vous guider pendant les prochaines années, votre why. Qui suis-je? Quel est mon message? Vous devez poser votre plateforme de marque. C'est un outil qui vous aidera à définir 3 clés essentielles, la promesse, la mission, les valeurs. Commençons par la promesse. Elle est votre objectif ultime. Le rêve inaccessible, ou presque. La promesse, c'est la raison d'être de votre projet. Par exemple, chez Disney c'est offrir du bonheur. Chez Feed, c'est la révolution, remettre la méritocratie au centre de la société. Donc le dépassement de soi. Vous l'aurez compris, la marque est reliée au sens profond de votre vie. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est l'enjeu le plus personnel qui vous tienne à cœur? La promesse est un combat philosophique. Le why. Le plus important n'est pas d'atteindre cet objectif, mais plutôt d'apprécier les étapes qui vont vous y mener. Le voyage. Vous devez pouvoir vous dire, sur votre lit de mort, j'ai fait mon maximum pour y arriver. Je n'ai aucun regret. Ici, le matériel n'a pas sa place, on ne parle pas d'argent. Celui-ci n'est pas votre promesse, seulement un moyen. Vous poser les bonnes questions vous permettra, petit à petit, de prendre conscience de votre why. Et donc de votre promesse. La mission doit expliquer ce que vous vendez, offrez en quelques mots, c'est déjà plus mercantile, moins philosophique. Chez Feed, notre mission est de proposer de la nutrition pour tous les moments de la journée. Pour permettre à tous de se dépasser, de s'extraire de ce qui nous retient et nous empêche, on retrouve l'idée de révolution. De dépassement de soi. Prendre son envol, s'élever, faire plus et mieux, réaliser son potentiel. Prendre son destin en main grâce à de la nutrition pratique et équilibrée. La mission est donc plus concrète. Mais l'on reste dans un enjeu personnel et profond. Il est simplement plus orienté business. Enfin, on arrive aux valeurs. Les mots-clés qui vous définissent sont les valeurs de la marque. Pour les trouver, c'est très simple, demandez à vos proches 4 mots qui vous représentent. Ceux qui leur viennent immédiatement en tête quand ils pensent à vous. Des mots vont revenir plusieurs fois chez les différentes personnes que vous interrogerez. Pour moi, c'était ambitieux, déterminé, résilient, passionné, travailleur. Ce sont donc les valeurs de Feed. Le plus important, c'est de ne pas se travestir, et d'être honnête avec les mots qu'on choisit. Il n'y a pas de bonne ni de mauvaise plateforme de marque. Mais elle doit vous ressembler. Je vais prendre l'exemple d'une marque dans laquelle j'ai investi. Baroudeur, une marketplace de matériel outdoor seconde main. Vous pouvez y acheter ou vendre tout votre équipement, ski, voile de kite, chaussures de randonnée, etc. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce que la marque ressemble trait pour trait à sa cofondatrice Edwige. Passionnée de sport, très sociable, souriante et toujours partante pour l'aventure. Baroudeur fonctionne car c'est le reflet de sa personnalité. Votre image de marque ne sera un succès que si elle est authentique. Pas question de faire semblant ni de jouer un rôle. Laissez ça aux politiciens. Si vous voulez créer une marque forte, ne vous travestissez pas, trouvez votre combat. Attention, votre identité n'est ni simpliste ni linéaire.
Nous avons tous plusieurs facettes, qui forment un tout cohérent. Il s'agit de créer la marque qui ressemble à cette combinaison. Ensuite, affichez vos valeurs partout, sur votre packaging, votre site, vos publicités, les murs de votre entreprise, vos réseaux sociaux. Que tout le monde, de votre équipe à vos partenaires financiers, de vos premiers adeptes à vos futurs clients, sache précisément qui vous êtes. Les valeurs ont un autre intérêt, elles sont votre baromètre. Elles vous permettent de prendre les bonnes décisions rapidement quand vous avez un dilemme. Vous verrez très vite ce qui est compatible avec vos valeurs, et ce qui ne l'est pas. Elles sont votre fil rouge qui guide votre action et votre prise de décision. N'oubliez pas non plus qu'elles peuvent évoluer, comme vous. C'est même un signe de bonne santé, vous vous remettez en question. Vous vous développez. Pour résumer, vous aurez franchi cette étape quand votre plateforme personnelle sera parfaitement alignée avec votre plateforme de marque. C'est la clé de voûte. Quel est mon objectif de vie? Qui suis-je réellement? Quelles sont mes valeurs au quotidien? Tout ce que vous entreprenez doit correspondre à votre personne. Vous êtes spécial, unique, votre marque le sera aussi. Votre identité, vous la déclinerez dans tous les domaines qui vous intéresseront. Aujourd'hui, je vends des bars. Mais demain, ma promesse, ma mission et mes valeurs pourront s'appliquer à d'autres projets. Un nouveau média pour coacher des jeunes? Oui, c'est fidèle à ma raison d'être, à mon ambition, à tout ce que je défends au quotidien. Une ligne de vêtements? Oui, à condition qu'elle s'accorde avec les valeurs qui sont déjà celles de FID. Vêtements de sport, par exemple, pour ceux et celles qui veulent se dépasser. Et si je montais un média? Ma plateforme personnelle définirait ma ligne éditoriale. Et si je m'engageais en politique? Pas de problème, la méritocratie serait au cœur de mon programme. La notoriété organique. Pour faire rayonner votre marque, votre projet, votre œuvre, il est essentiel d'en faire quelque chose de vivant. Et parler de ses faiblesses y participe. Vos failles vous rendent humain, comme tout le monde, vous en avez. Si vous adoptez une attitude trop sûre de vous, en regardant tout le monde de haut, ça ne marche pas. Admirez-moi, je suis intelligent, j'ai des villas, des bateaux et des enfants magnifiques. Erreur fatale. Afficher sa présumée supériorité et sa réussite ne fait rêver personne. Ça génère des frustrations, et renvoie les gens à leurs échecs. Ils abandonnent avant même d'avoir commencé. Surtout en France, où l'on a tendance à se méfier du succès. N'oubliez jamais qui vous êtes vraiment. Si vous venez d'en bas, ne vous en cachez pas. Si vous avez été victime de violence, témoignez, racontez les épreuves que vous avez traversées pour en sortir. Soyez une preuve par l'exemple. Dégagez de l'émotion. Les gens ne s'identifient qu'à ceux qui leur ressemblent, ou qui ont surmonté des difficultés similaires. Ça leur donne du courage, pourquoi pas moi? Allez, je le fais aussi. Raconter votre histoire personnelle va vous apporter de la notoriété organique. Pour que les gens s'intéressent à votre histoire, et donc à votre marque, vous devez les toucher, attirer leur attention. Sensibiliser, c'est rendre conscient. Pour ça, il faut travailler sur l'empathie. Être altruiste. Ce n'est pas une question d'argent ni de campagne publicitaire. Les startups les plus performantes ont toujours une notoriété organique très forte. Elles ne sont pas dépendantes de l'acquisition payante, ces achats d'audience que vous vendent Google ou Facebook, et dont le prix monte chaque jour, ce qui rend ce modèle traditionnel de moins en moins rentable. Ces startups devenues des spécialistes du storytelling astérisque répandent leur message par une prise naturelle de parole, la leur, celle de leur communauté. C'est moins mercantile, et le message se diffuse bien plus. Dans les médias, sur vos réseaux sociaux, lors de conférences, partout. Les autres auront envie de faire partie de votre aventure ou à minima de la suivre. Si dans un podcast je récite que, chez FID, nous faisons de la nutrition pour tous les moments de la journée, le podcast est vite terminé. Aucun intérêt. On ne se sent pas impliqué. On n'est pas concerné. Dans ce discours, ma marque ne se distingue pas d'une autre parce que je n'ai pas sensibilisé mes auditeurs. Je n'apprends rien à la communauté. Mon intervention est égoïste. Chaque fois que vous parlez ou postez sur vos réseaux sociaux, c'est pour offrir quelque chose. Pour captiver les gens, j'ai partagé mon histoire, en y intégrant l'aventure FID. La marque fait partie de mon parcours.
C'est dans mon cheminement personnel qu'elle prend tout son sens. Il faut se mettre à nu, mais en réfléchissant bien à ce qu'on dévoile et comment s'y prendre. Vous connaissez votre vie par cœur, vous n'avez pas besoin d'une conseillère en communication, ni de préparer des notes. Du coup, vous pouvez parler pendant des heures dans un podcast, évoquer quantité de sujets sur les réseaux. C'est toujours votre plateforme de marque personnelle, votre promesse, votre mission, vos valeurs. Vous pouvez les décliner à volonté, pour engager le public derrière vous, derrière votre marque, derrière votre produit. Exemple. Sur mon site et sur tous mes réseaux sociaux, je parle de livres ou de films qui me plaisent, des podcasts que j'écoute, de blockchain et je rebondis régulièrement sur l'actualité. Cela semble sans rapport avec la nutrition, mais c'est relié à feed. À travers ma personnalité et ma promesse, il y a question de dépassement. Il y a toujours un lien. S'exposer et parler de sa marque, c'est du storytelling. Comme si vous étiez votre propre série sur Netflix. Les personnages les plus attachants sont ceux qui ont des failles et du vécu. Votre marque, c'est votre empreinte. Presque une empreinte digitale. Vous la laissez sur tout ce que vous touchez. Vous la déposez sur tout ce que vous faites. Et puisque vous racontez une histoire authentique, et qui a du sens pour les gens, vous créez une communauté. Votre public. Il va défendre votre produit et sera votre meilleur soutien. Trouvez sa niche. Everett Roger, un chercheur, a modélisé, il y a plusieurs années, la courbe de diffusion de l'innovation. Elle permet de comprendre la propagation de votre marque, ou de tout ce que vous souhaitez proposer sur votre marché. Évidemment, plus vous proposez quelque chose d'innovant, plus toucher votre cible est difficile. En résumé, une innovation met toujours un certain temps à conquérir la population. Il n'est pas simple d'introduire un concept ou un produit qui bouleverse les habitudes. Roger découpe la diffusion de l'innovation en 5 phases. L'intérêt, c'est d'adapter votre communication à la phase dans laquelle vous vous trouvez. Et d'essayer d'atteindre la suivante. Votre première cible s'appelle les innovateurs, innovators. Eux peuvent recevoir votre message dès le commencement et sont prêts à tout pour se procurer le produit avant les autres. Comme ceux qui font la queue devant les boutiques Apple 2 jours avant que le nouvel iPhone ne sorte. Quand votre marque ou votre projet bouscule les normes, vous devez d'abord vous appuyer sur les innovateurs. Certes, ils ne représentent qu'une toute petite part de la population, estimée entre 2 et 3%. Vous avez néanmoins besoin d'eux pour passer à l'étape suivante, beaucoup plus tard, toucher le marché de masse. À ce stade, le dernier, votre produit s'est banalisé, tout le monde l'achète, vous êtes devenu un géant. En plus d'adopter votre produit très tôt, les innovateurs vont vous soutenir dans votre mission. Ils achètent car ils partagent votre vision. Pour eux, c'est presque une manière de voter. Ils vont vous générer une notoriété organique et n'hésiteront pas à prendre votre défense sur les réseaux sociaux quand vous serez attaqué. Et cela arrivera car toute innovation entraîne son lot de mécontents, de haters, de passéistes qui trouvent, quel que soit le sujet, que « c'était mieux avant ». Ce sont les innovateurs qui vont vous permettre de toucher la deuxième strate de la population, surnommée les premiers adeptes. Les premiers adeptes, early adoptés, rentrent en lice un tout petit peu après les innovateurs. Ils achètent très rapidement ce nouveau produit qu'on leur a vanté. Ils aiment les nouveautés, ils les essaient, ils les adoptent, disent autour d'eux ce qu'ils en pensent. Cela représente environ 13,5% de la population. Ils sont votre deuxième cible. Comme les innovateurs, ils sont friands de nouvelles technologies, d'avant-gardisme et sensibles à l'image qu'ils renvoient au reste du monde. Ils sont très ancrés dans la modernité. Quand vous avez réussi à les convaincre, il y a un passage difficile, abîme, chassement en anglais. Vous changez complètement de population et d'ordre de grandeur. C'est le passage de la deuxième à la troisième phase, des premiers adeptes à la majorité précoce, aussi appelée l'early majority. La majorité précoce est le premier stade du marché de masse que Roger découpe en 2 groupes, les précoces et les tardifs, late majority. L'innovation change de statut, elle sort de son marché de niche pour se normaliser. On ne réussit ce passage qu'à condition d'avoir suffisamment d'innovateurs et de premiers adeptes derrière soi. Maintenant, tu as affaire à des gens qui recherchent des solutions pratiques et faciles. L'innovation n'est pas leur priorité. Les précoces sont des clients réfléchis. Ni compulsifs, ni impulsifs,
ils attendent des retours d'expérience avant de se lancer. Et il leur en faut beaucoup parce qu'ils sont pragmatiques. La majorité précoce va prendre connaissance du produit à travers les réseaux, les revues. Un nouvel iPhone? Est-ce qu'il est mieux que le précédent? Elle va se documenter. Lire des comparatifs sur des sites spécialisés. Puis acheter si elle y trouve un véritable intérêt. Les précoces totalisent environ un tiers de la population. Les tardifs, eux, qui constituent la 4e phase, n'achètent que sous l'influence de masse. Parfois appelés followers, ils attendent de voir. Il leur faut plus que des retours d'expérience, ils veulent des preuves. La majorité tardive arrive longtemps après le lancement du produit, une fois que tout le monde, ou presque, l'a adopté. Ils ne prendront un iPhone que lorsque tous leurs proches leur auront expliqué à quel point il leur simplifie la vie. Souvent critiques lors de la sortie de l'innovation, ils expliqueront que « il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis ». Eux aussi représentent un tiers de la population. La 5e et dernière tranche du marché, ce sont les retardataires, la gare. Naturellement très sceptiques, ils sont les tout derniers à accepter une innovation. Ils l'intègrent au moment où elle est quasiment dépassée. Un retardataire n'achète pas d'iPhone. Il ne loue pas son appartement sur Airbnb. Il ne prend pas de Uber. Il ne mange pas de smart food. Il ne lira jamais un polar coréen. Il n'a pas d'ordinateur. Ni de four à micro-ondes. Netflix? Inconcevable, il préfère regarder Miss France sur TF1 avec 12 coupures publicité. La blockchain? De la science-fiction. Bon, c'est vrai, je caricature. Sachez toutefois que les retardataires représentent 16% de la population. Mais renoncez à vouloir les convaincre. Gardez votre énergie pour d'autres combats. Vous voici avisé de ce qui vous attend. Au début, vous vous concentrez sur une niche. Au lancement de votre marque, obligatoirement innovante, vous devez trouver vos innovateurs. La plupart des entrepreneurs commettent l'erreur fatale de viser immédiatement le marché de masse, pour toucher un maximum de personnes. À vouloir toucher tout le monde, au début, on ne touche personne. Vous ne pouvez pas en même temps viser les femmes, les hommes, les jeunes de 20 ans, les personnes de plus de 50 ans, les urbains et les nomades. Impossible. Trouvez votre niche. Comment? Niche égale intuition plus data astérisque. L'intuition est votre conviction initiale. Votre feeling après avoir étudié le marché. La data est l'accumulation des données statistiques qui la confirment. Pour avoir de la data, inutile de passer par des agences qui facturent très cher leurs prestations. Descendez dans la rue, faites tester votre produit aux passants. Vous allez très vite voir qui est le plus séduit, les jeunes, les adultes, les sportifs, les hommes, les femmes, etc. Observez, prenez des notes, retournez dans la rue, vérifiez. Très rapidement, vous allez trouver une niche, vos innovateurs. C'est par eux que vous commencerez. C'est à leur contact que vous forgerez votre discours. Souvenez-vous qu'il doit être organique, vivant et sensible. Objectif, empathie et identification. Pour Feed, je me suis vite aperçu que mes innovateurs étaient les sportifs et les geeks. Ces derniers passent beaucoup de temps sur les réseaux et derrière leurs écrans. Ils ont besoin de se nourrir vite, mais correctement. Les sportifs sont pressés, et sont déjà habitués aux protéines en barre ou en poudre. On a commencé par travailler ces niches, en quête d'innovation, de technologie et de performance. Ensuite, ces innovateurs sont devenus nos ambassadeurs pour attaquer les premiers adeptes, les urbains, des personnes qui veulent être en forme ou gagner du temps. Ce qu'ils lisent sur les réseaux les attire, vous devriez essayer, c'est bon, c'est bien fait, j'ai tenté, je valide. Typiquement, je partage avec vous le témoignage d'une première adepte Feed, que j'ai rencontrée par hasard au moment d'écrire ce livre, puisque proche de mon éditeur. Elle a 40 ans, écrivaine, comédienne, intellectuelle, elle a des troubles alimentaires depuis des années. Fille de médecin, elle veut combler ses déficits pour rester malgré tout en bonne santé. Elle a pris l'habitude de recourir à une alimentation liquide dans son adolescence et elle a toujours eu des difficultés pour se nourrir. Jamais les bons ingrédients, jamais la bonne texture, jamais la bonne barre. Et puis, aucune promesse, pas de mission, zéro valeur. Alors,
elle s'est mise à imaginer qu'un jour elle mettrait au point des aliments spécifiques et engagés pour les anorexiques ou les boulimiques qui ont besoin de remédier à des carences graves. Et qui veulent le faire sainement. Avec de bonnes valeurs. Quand elle tombe sur nos bouteilles, c'est une révolution, Feed l'a fait. Pour la première fois, elle a eu le sentiment que quelqu'un avait pensé à elle. Que quelqu'un s'était donné la mission de l'aider, de lui permettre de trouver un équilibre grâce auquel elle pourrait se dépasser. C'est vraiment ce qu'elle a ressenti, Feed me sauve la vie. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais aujourd'hui, assurément, son quotidien est devenu plus simple. Au début, elle commence par nous tester. C'était nos toutes premières poudres. Le format ne lui va pas, elle trouve qu'il y a trop de sucre. Comme beaucoup de nos early adoptés, elle nous écrit. Elle nous conseille. Et puisqu'on est à l'écoute de notre communauté, on sort une nouvelle gamme, améliorée, cette fois, du liquide. Elle trouve que c'est mieux, mais qu'on peut encore parfaire la recette. Elle nous écrit de nouveau, peut mieux faire. Feed grandit grâce à elle, et la communauté qui nous suit et nous conseille. Aujourd'hui, elle est toujours abonnée à Feed. Tous les mois, elle reçoit sa livraison. C'est une fidèle. D'une loyauté sans faille. Mais pas seulement pour le produit, aussi pour nos valeurs. Notre marque a du sens pour elle. Dernièrement, elle est devenue maman. Et par souci de l'équilibre alimentaire de sa fille, elle nous a suggéré une gamme petite enfance. Vous l'aurez compris, Feed a réussi à convaincre les 3 premières catégories de consommateurs, innovateurs, premiers adeptes et majorité précoce. Un abîme nous sépare des followers et des retardataires. Le marché de masse reste à conquérir. Mais c'est un tout autre métier. Toujours se réinventer. Vous connaissez la marque Kodak? Elle est née aux États-Unis, en 1888, et a très longtemps été leader sur le marché des appareils photo. Son cœur de métier, c'était la pellicule, le cinéma, la radiologie, la bande magnétique. Tout naturellement, ils ont fini par inventer l'appareil photo numérique. Et ils l'ont laissé au fond d'un tiroir, de peur de cannibaliser leur propre business. À l'innovation, ils ont préféré la tradition. Au risque, ils ont préféré les acquis. Nous gagnons beaucoup d'argent avec les pellicules, pourquoi s'embêterait-on avec le numérique? Résultat, ils ont déposé le bilan en 2012, et cherchent depuis à se réinventer, crypto-monnaie pour les photographes, fabrication de médicaments, sans succès pour le moment. Ils n'ont pas su profiter de leur hégémonie sur le marché de la photographie. Beaucoup de sociétés ont commis cette erreur, Motorola, BlackBerry, Thomas Cook, General Motors. Ils ont très vite été dépassés par des visionnaires plus agiles. C'est aussi pour cette raison que l'écoute, notamment de ces équipes, est primordiale. Souvent, elles ont de bonnes idées. Il ne s'agit pas de dire oui à tout, mais de créer un climat de confiance avec des initiatives, du dialogue, du débat, des propositions. Sans tomber dans l'excès inverse où il n'y a plus de capitaine à bord et où chacun rame dans la direction qui lui plaît. J'aime bien la règle d'Elon Musk, même si elle a fait couler beaucoup d'encre. Quand je vous envoie un mail en vous donnant un ordre, dit Musk, vous avez 3 manières de réagir. La première, c'est de me dire que j'ai tort et d'argumenter, parce que ça peut m'arriver de ne pas avoir raison. La deuxième, vous l'exécutez. La troisième, vous ne voulez pas l'exécuter, mais dans ce cas vous démissionnez immédiatement. Ça me rappelle l'exemple d'un graphiste que j'avais recruté. Il avait, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, pris l'initiative d'enlever le point du logo Feed. Pensant que c'était une erreur d'inattention, je le lui fais remarquer, et il me répond, non, je n'ai rien oublié, c'est juste que je n'aime pas ce point. Si on a mis un point, il y a une raison. Ce point, en gras, est présent pour montrer qu'il y a tout à l'intérieur. De Feed. Entrée, plat, dessert. Le point illustre également notre détermination. On est sûr de nous. Une marque forte. Avec cette personne, il n'y avait pas d'alignement possible. Donc se réinventer, c'est continuer de faire vivre sa marque, de la faire évoluer, toujours en créant du contenu qualitatif. Le storytelling est plus payant que l'achat d'espace ou de mots-clés sur Google. Entre 2015 et 2020, la publicité sur Facebook ou Instagram était la colonne vertébrale d'une marque digitale. Aujourd'hui, c'est tellement cher que ça n'en vaut plus la peine.
Donc réfléchissez bien à l'histoire que vous voulez raconter. Promesse, mission, valeur. L'époque des publicités où la jolie maman blonde traverse le jardin verdoyant pour emmener ses enfants sages à l'école, pendant que papa est occupé à tailler les rosiers, avant d'aller au travail, est révolue. Manger notre pâte à tartiner pour être comme nous dès le matin. Franchement, qui a envie de ça? On a tellement vu ce message que plus personne ne se sent concerné. Il faut réussir à raconter une histoire qui fasse vibrer. Avant, la politique avait cette capacité. Mais les politiques ont échoué, ils n'ont pas tenu leurs promesses, la plupart des gens n'ont pas la vie dont ils ont rêvé. Métro boulot dodo, ce n'est pas ce qu'ils attendaient. Votre promesse, votre mission, vos valeurs, votre marque peuvent à nouveau faire frémir des gens qui ont besoin de sources d'excitation. Je repense à des stories que j'ai publiées sur Instagram dernièrement. Un follower m'a écrit un message parce que je l'avais incité à se rendre au Figter Day, un événement auquel j'ai participé pour aider les jeunes qui venaient de quartiers défavorisés. Il m'a dit, je t'ai mis en fond d'écran de mon téléphone pour me motiver chaque fois que je le regarde et j'ai fait 300 km pour venir au Figter Day. Du coup, j'ai loupé l'anniversaire de ma copine, mais ce n'est pas grave. Déjà, big up à la copine. Si vous lisez ce livre, vous avez choisi un type super déterminé, qui sait ce qu'il veut, alors qu'il n'a même pas 25 ans. J'ai reposté son message sur Instagram. D'autres personnes m'ont répondu, moi aussi, je suis venu et j'ai loupé tel ou tel événement qui avait lieu en même temps. À cet instant, on prend conscience que la marque est forte. Parce que les gens font des choses irrationnelles, qui les dépassent et les tirent vers le haut. On a souvent l'impression qu'il faut être égoïste pour avoir de l'impact, que plus on se concentrera sur soi, plus ça paiera. Mais c'est l'inverse. Quand nous inspirons des gens, eux-mêmes vont en inspirer d'autres. C'est comme un écho qui se propage. Quelque part, en étant altruiste, on devient éternel, car on crée une onde de choc derrière soi.